Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence sur Rigoletto dans cette année Verdi en plus. Presque la fin de l'année Verdi, mais on joue quand même une des œuvres majeures de ce grand compositeur. Dois-je vous encore présenter André Tubeuf, tellement connu, musicologue, écrivain, vous le savez, ses livres sont à la vente là-bas et il vous donnera volontiers un autographe aussi. Donc, je crois que c'était la personne à inviter pour parler de ce grand compositeur et comme il est aussi un grand connaisseur, je lui donne volontiers la parole. Eh bien, mesdames et messieurs, oui, en effet, nous sommes à la fin d'une année Verdi, qui a été aussi une année Wagner, qui a donné à certains la possibilité d'établir un parallèle et de marquer les différences, les antagonismes, pourrait-on dire plutôt qu'il y a entre ces deux génies dramatiques et lyriques qui ont quand même dominé à eux deux la fin du XIXe siècle d'opéra et de théâtre. Mais nous allons nous en tenir à Rigoletto, qui est une œuvre tout à fait suffisante par elle-même. Et je voudrais dire d'abord ce paradoxe que les œuvres de Verdi, qui étaient autrefois les plus populaires, les mieux installées dans l'affection du public et dans la connaissance et la reconnaissance du public, se sont trouvées à un moment donné éclipsées, et non point du tout parce qu'il y aurait un effet de mode qui les aurait portées d'abord peut-être plus haut que leur niveau légitime et qui ensuite aurait reflué, les laissant un peu sur le sable, mais plutôt parce que simplement la vision que nous avons progressivement acquise de Verdi s'est complètement modifiée. Et qu'au lieu de l'auteur fécond, astreint pendant ses premières années, comme vous le savez, à des années de galère, ce qui ne doit pas simplement dire qu'il était livré à des impresarios qui l'exploitaient et qu'il était obligé de travailler selon des formules et selon des critères, si vous le voulez, qui n'auraient pas été réellement les siens. Mais beaucoup plus simplement qu'il était obligé de travailler à répétition, sans choisir ce qu'il faisait, et visant un peu au hasard selon le livret qu'on lui proposait, que les impresarii, pour le coup, lui proposaient, et en un sens sur lesquels il lui forçait la main, en sorte qu'il était obligé de mobiliser son génie mélodique, son génie musical plus généralement, mais enfin essentiellement son génie mélodique, selon les personnages et les canevas qui lui étaient fournis, et sans avoir toujours le temps d'ajuster exactement aux personnages qu'il trouvait les dons chaque année mûris, chaque année décantés, qu'il allait mettre au service de la production d'opéra la plus importante qui ait traversé la fin du XIXe siècle. Rappelez-vous que Verdi a commencé à la toute fin des années 1830, au moment où le règne de Bellini, Rossini était terminé et où celui de Donizetti était mourant, et qu'il continuera pratiquement à peu de choses près jusqu'à la dernière décennie du siècle, avec une capacité de renouvellement et pour le coup de décantation et de mise au point des formules et d'utilisation des ajouts et des formules de progrès qui avaient été mises au point ailleurs dans le monde de la musique. Il y a là l'exemple d'une carrière artistique d'une cinquantaine d'années avec une capacité de renouvellement constant, une capacité de raccourcissement exactement comme s'il s'agissait de Beethoven, et qu'avec Othello et Falstaff, on est à la fin de la vie de Verdi des miracles de brièveté, de concision, d'économie et en même temps d'urgence dramatique qui d'une certaine manière n'ont plus rien à voir avec les modèles du début qui étaient
au meilleur sens du terme, des mélodrames lyriques, c'est-à-dire des œuvres dans lesquelles à la fois on joue sur scène et on chante, des drames en musique, des drames dans lesquels on chante. Si Verdi a été capable de cela pendant tout un demi-siècle, c'est qu'il avait le génie de produire le drame par le simple fait du chant. Ça, il faut que nous le disions tout de suite. Il est tout à fait clair qu'au XIXe siècle, et notamment en Italie, l'opéra n'aurait pas pu connaître la fortune qu'il a connue s'il n'y avait pas eu comme un génie de la vocalité chez des auteurs comme Rossini précisément, Bellini, chez qui cela éclate, ou plutôt se déploie, comme le font les plus belles fleurs, et Donizetti ont eu ce sens de la vocalité. Ils ont écrit pour la voix d'une façon géniale. Mais il faut que nous disions tout de suite que dans leur esprit, ils n'avaient pas besoin d'écrire pour la voix autrement que d'une façon virtuose, génialement plaisante, mais n'ayant pas le besoin d'être autre chose et mieux que génialement plaisante. Il n'y avait pas à découvrir, par l'utilisation de la voix au théâtre, quelque chose comme un espace nouveau et mystérieux de communication qui s'établissent avec le public par le fait que sur scène, au lieu de parler, on chante. Or, cela que d'une certaine manière, Rossini et Bellini n'ont fait que pressentir, pensant que de toute façon, la voix et la beauté du chant suffisaient à produire leur propre miracle et qu'il n'y avait même pas à analyser cela et à chercher plus loin. Verdi, lui, il faut que nous le disions tout de suite, était d'emblée un dramaturge né. C'est-à-dire que d'instinct, d'intuition, avec en lui tout l'acquis du passé lyrique italien qu'il thésaurisait en lui-même comme une sorte de terreau dont il aurait été porteur à titre personnel. Il y avait en lui ce sens que quand le chant arrive, il exprime quelque chose que la parole ne suffirait pas à exprimer. C'est-à-dire cette dimension dramatique que la voix humaine et le chant humain, qui est la mise en forme dans le temps, dans la phrase, dans la projection de la voix humaine, avec son timbre et sa sensibilité, cela, Verdi l'a eu en lui dès le début. Je laisse de côté, si vous voulez, ces deux, peut-être, toutes premières œuvres dans lesquelles il se cherche encore et il est en plein dans sa propre galère. Mais enfin, si vous prenez Nabucco, qui est le premier exemple qu'on prend d'une œuvre de Verdi qui soit déjà authentiquement de Verdi et qu'il exprime à plein dans sa puissance de projection et dans les ailes ouvertes de son lyrisme, nous ne retiendrons pas dans Nabucco le célébrissime Va pensiero, le fameux chœur, si vous voulez, qui fait tomber à genoux l'Italie entière, qui est effectivement une chose admirable, mais qui, en un sens, est tellement simple et tellement belle qu'elle n'est significative de rien et qu'elle aurait pu arriver à n'importe quel moment et à n'importe qui. Qu'est-ce qui est arrivé à Verdi dans Nabucco? C'est que tout d'un coup, les personnages, en utilisant les mêmes formules qu'utilisaient Donizetti ou Rossini, ont un ton. Ils chantent avec un type d'éloquence et de projection, avec un sens d'incarnation supérieure, comme si c'était vraiment un personnage, tout d'un coup, qui s'incarne sur la scène, non pas simplement une silhouette et un découpage, mais un personnage, et que, du même coup, la voix cesse d'être un instrument à bien chanter pour être, entendons-nous, le bien chanté doit être considéré comme une condition de toute façon nécessaire et qui est acquise. Mais ce n'est pas simplement un instrument à bien chanter. Ce n'est pas le fait qu'on chante bien qui va créer l'intérêt de la chose et qui va donner à Verdi une marque qui n'est que la sienne.
Ce n'est pas le simple pathos, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la déclaration d'amour, c'est l'importance dramatique de la situation. C'est le conflit, c'est la crise, c'est le personnage qui, d'une certaine manière, ou bien est obligé de sortir de ses gonds, comme cela arrive à Abigail dans Nabucco, et qu'elle éclate dans un récitatif, et puis un air, et puis une cabalette dans laquelle elle ne montre pas une personnalité ou une individualité particulière, mais un ton qui, de bout en bout, n'appartient qu'à elle et tel qu'on n'en a pas encore entendu à l'opéra. Et c'est Nabucco lui-même, cette espèce de baryton, comme l'opéra en avait déjà produit 250, mais qui tout d'un coup, par le sens même de la situation, je ne dirais pas historique, mais biblique, dans laquelle il se trouve, acquiert du coup la stature même qui est celle de son personnage, la stature de porter des défis, défis au peuple, défis à l'ennemi, défis à Dieu, ivresse d'orgueil qui crée un personnage tout à fait nouveau. Voilà, je crois que c'est important de noter cela dès le début comme étant la marque sans doute distinctive du génie mélodramatique de Verdi. Et quand je dis mélodramatique, cela veut dire que le mélos qui lui est propre, c'est-à-dire la fonction chantante, le mélos, c'est-à-dire la fonction chantante qui lui est propre, est destiné à faire apparaître un drame intérieur qui autrement n'apparaîtrait pas de la même manière. Bonne question qui, si vous voulez, est la question à 1,50 franc. Comment apparaît un drame intérieur? Réponse également à 1,50 franc. S'il est intérieur, il n'apparaît pas. C'est-à-dire que les moments les plus tendus intérieurement que nous vivons, nous n'en faisons part à personne. Nous les gardons pour nous-mêmes. C'est en nous-mêmes que nous entendons la résonance et la projection et l'intensité particulière et la couleur propre de ces passions-là. Les affects les plus significatifs qui peuvent nous survenir n'ont pas de voix. Ils se taisent. Et néanmoins, c'est eux qui, à l'intérieur de nous-mêmes, réclament l'expression au sens le plus plein du terme. Voilà ce que, intuitivement, Verdi a trouvé. J'ajoute immédiatement. Ça ne veut pas dire immédiatement qu'il était plus grand génie que tous les autres réunis et qu'il a trouvé d'un seul coup ce que d'autres s'étaient ingéniés à trouver. Les autres ne l'ont même pas cherché. Lui, il avait tout cet acquis, il venait après les autres. Il avait entendu ce qu'on pouvait entendre de Beethoven en Italie. Il avait entendu ce qu'on pouvait entendre de Mozart. Il avait entendu comment Rossini, à sa manière, prolonge Mozart et même de temps en temps va chercher dans Shakespeare. Il avait derrière lui tout cet acquis de l'expression humaine telle qu'elle passe dans la voix. Bon, et il était d'une époque plus tardive où le romantisme littéraire et dramatique avait donné déjà tous ses fruits. Verdi est un qui vient tard, un latecomer par rapport à ces autres auteurs dont je vous ai parlé. Donc, il avait en lui le sens de tout ce qui avait déjà été tenté du côté de la voix, y compris par Beethoven, de tout ce qu'on avait été trouvé au théâtre dans l'ordre de l'expression de ces mêmes sentiments, jusqu'à Victor Hugo. Il vient après la bataille d'Hernani, bien entendu. Ce n'est pas un hasard si Hernani est une des premières œuvres, et la première œuvre, en vérité, qu'il soit allé chercher chez Victor Hugo, Rigoletto étant la seconde. Verdi savait qu'il s'était passé quelque chose dans le drame romantique. Et comme Berlioz, à sa manière, avait derrière lui un acquis de Goethe poétiquement et dramatiquement qui était inscrit dans sa mémoire historique, de la même manière, Verdi porte en lui tout cet héritage d'une vocalité et d'une dramaturgie romantique. Bon. Avec cela, on peut être et rester quelqu'un de sommaire. Et on doit surtout obéir à la première règle du métier, la première règle de l'emploi, qui est de plaire,
de façon à être réinvité et de façon qu'il y ait une commande, voilà, une commande d'impresario, une commande de théâtre. L'impresario, vous savez, ça voulait dire à l'époque simplement l'entrepreneur de spectacle, c'est-à-dire celui qui commanditait, qui commandait une œuvre à un compositeur, qui disposait des décors, de la mise en scène, etc. Le droit de regard du compositeur sur la façon dont sa propre œuvre serait exécutée étant absolument minime. Il faut aussi ici que nous soulignions quelque chose, c'est que très tôt, Verdi, dès le milieu des années 1840, alors qu'il était encore entièrement dans ses années de galère, alors qu'il était reconnu comme une puissance mondiale par personne, pas même comme une puissance italienne. Il était loin de dicter sa loi à qui que ce soit. C'est pourtant lui qui, très typiquement, la fois où il a osé, pour la première fois, lever les yeux vers Shakespeare qui le hantera pendant toute sa vie, enfin, et essayer de respirer, de concevoir et de chanter, de projeter le chant et l'imagination qui suit le chant à la hauteur même de Shakespeare. Il l'a fait pour Macbeth. Et il avait bien besoin, pour imposer une œuvre qui demande enfin des personnalités aussi fortes, d'avoir des personnalités vocales de premier rang qui lui assurent l'affiche. Or, un Verdi qui n'avait encore aucun pouvoir sur personne a été d'une exigence absolument insensée en ce qui concerne le choix des personnes qui allaient exécuter son œuvre, et notamment Lady Macbeth, puisque il a écrit pour elle, un peu comme il avait écrit pour l'Abigail dans Nabucco, des choses qui demandent toutes les qualités d'exécution du bel canto le plus pur, et qui ensuite, d'une certaine manière, les désossent ou négligent de les utiliser et les font tourner plutôt à des fins expressives et en quelque sorte fantastiques. C'est-à-dire utiliser tous les moyens de la vocalise, de la roulade, des allègements, des suraigus, de tout ce qui normalement suffit à assurer le succès d'une représentation s'il s'agit d'un drame de Rossini. Et demander de casser ces règles, c'est-à-dire d'utiliser les capacités qu'a une voix de chanter beau pour la faire chanter laid, mais expressivement laid, c'est-à-dire laid d'une façon plaisante, et je vais au-delà du plaisant, laid d'une façon qui touche, qui atteint, et qui, dans l'esprit même de l'auditeur-spectateur, atteint un point de sensibilité auquel les pures expressions de ce qui est simplement beau, joli et plaisant, ce qui ressortit au principe simplement de plaisir, n'atteint jamais, ne parvient jamais. Voilà ce que Verdi a fait dès l'époque où il était encore dans sa galère. Bon, alors maintenant nous sommes quand même dans les années 1850. Si nous comptons que c'est maintenant le bicentenaire de Verdi, ça veut dire qu'il était 1813 et que par conséquent, dans les années 50, il arrivait à ses 40 ans, ce qui est l'époque où, selon Léonard de Vinci et ensuite Valéry reprenant Léonard de Vinci, un homme est responsable de son visage, c'est-à-dire au fond responsable du type d'expression qu'il entend porter avec lui s'il est un artiste créateur. La création, pour un artiste, n'est pas autre chose que le visage qu'il offre de la création et de la créature elle-même au reste du monde. Eh bien, à cette sortie des années de galère, Verdi a déjà derrière lui un Victor Hugo, qui est Hernani. Il a déjà un Shakespeare, qui est Macbeth. Il a déjà un Schiller, qui est Les Masnadieri. Et je vous demande pardon, il en a même un deuxième, qui est Giovanna d'Arco. Alors vous me direz que Jeanne d'Arc est à la fois une profanation et une caricature assez étrange de ce que nous entendons nous-mêmes par Jeanne d'Arc. Mais enfin, le fait est, 2 fois il a visé aussi haut que Schiller, comme nous le savons, quand il visera avec Don Carlos
D'un seul coup, il se propulsera beaucoup plus haut, mais il faut le dire aussi, c'est un Verdi qui aura 15 ans de plus, c'est-à-dire qui aura dépassé lui-même un certain nombre de critères et qui se sera haussé lui-même d'un certain nombre de crans. Il reviendra à Verdi, lui, beaucoup plus tard et simplement en fin de parcours avec Othello et avec Falstaff. Jamais il n'osera mettre en chantier le roi Lear, qu'en un sens il a porté toute sa vie avec lui. Mais enfin voilà, il a pris l'habitude de fréquenter des plus grands, de fréquenter des gens avec qui il ne faut pas écrire n'importe quoi et dont les personnages vous imposent tout de même de la considération et vous obligent à ne pas les traiter simplement en carte postale ou en caricature. À ce moment-là, au début des années 50, je vous demande pardon, j'ai oublié un Schiller, bien entendu, j'ai oublié Louisa Miller, qui est un très beau Schiller, extrêmement bien fait et extrêmement significatif. Vous voyez qu'on en oublie toujours, il y a des grandeurs chez Verdi auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'il y en a tellement. Et elles sont tellement diverses qu'on est obligé de les chercher dans les coins en disant « Ah, est-ce que dans ce domaine, je n'aurais pas oublié un petit quelque chose ?» Bon. Alors là, dans ce qui va être le milieu des années 50, d'un seul coup, on voit arriver 3 coups de maître, il faut bien le dire. D'un seul coup, je ne peux même pas vous dire dans quel ordre ils ont été faits, ça n'a pas d'importance. C'est comme si il avait produit 3 opéras absolument divers, mais de qualité également suprême, et l'affirmant lui-même dans ce qui devenait la maturité de son génie, c'est-à-dire la maturité de son visage et la propre responsabilité qu'il assumait de ses propres traits et de sa propre identité. D'un coup, il y a le Trouvère, Rigoletto et la Traviata. Et c'est là que je voulais en venir. D'abord parce que c'est de Rigoletto que nous avons à parler, et puis parce que d'une certaine manière, aux époques où moi-même, qui suis un peu le doyen dans cette salle, où enfin nous sommes peut-être 2 ou 3 doyens du même âge, mais ça ne remontera pas beaucoup plus haut. Nous regardons vers les mêmes époques, quand nous ouvrions nos oreilles. Qu'est-ce qu'on connaissait de Verdi et qu'est-ce qu'on jouait de Verdi ? C'est extrêmement simple. On aimait de Verdi et on jouait de Verdi ce qui était vocal. On ne se demandait pas si on allait bien ou mal le chanter. On disait « Aïda, c'est vocal », même si j'ai un ténor qui massacre Céleste et Aïda, je monte Aïda parce que c'est vocal et ça plaît. C'est ça que les gens aiment. Les gens aimaient la Traviata, aimaient le Trouvère et aimaient Rigoletto parce que c'est quand même un petit peu moins difficile que Aïda, mais c'est également vocal. Et je vous le disais tout à fait au début, on n'avait pas encore discerné derrière la vocalité affichée, facile, immédiate, mélodique de Wagner, la dramaturgie nouvelle, amère, ayant d'autres reliefs, d'autres profondeurs, d'autres caisses de résonance qu'il allait amener en même temps que sa vocalité. Eh bien, la Traviata, on a appris à le voir, c'est essentiellement la destruction d'une identité et la destruction d'une âme, et pas seulement par la maladie, mais par la passion. Il est tout à fait clair que si dans la Traviata, Violetta ne faisait que mourir de la phtisie, ça n'intéresserait personne. C'est parce qu'elle meurt d'amour qu'elle intéresse tout le monde. C'est cette consomption-là qui est tout à fait d'un autre ordre. Le fait d'être phtisique n'est pas vocalement ni dramaturgiquement intéressant à l'opéra. C'est l'amour, c'est la torche qu'on allume en soi-même, c'est ce qui nous brûle dans la poitrine et qui fait qu'il faut qu'on s'en aille dans un sanglot ou dans un cri. Voilà, c'est la presque impossibilité de vivre avec la passion et d'exprimer la passion et de la vivre autrement que par le fait de se brûler avec. Et c'est pourquoi, dès que la Traviata a rencontré, et ça s'est passé au milieu du siècle dernier, a rencontré avec Callas, si vous voulez, une interprète qui corresponde d'un seul coup à absolument toutes les données que le rôle pouvait offrir et que pratiquement personne n'avait rassemblé au même degré, ayant à la fois, enfin,
toutes les pyrotechnies du bel canto, mais qui ici aussi est utilisé pour autre chose que le simple bel canto, autrement que pour faire simplement un mi bémol d'ailleurs optionnel, et les vocalises sempre libera. D'une certaine manière, le plus important dans Traviata, c'est d'être capable de lire la lettre de Giorgio Germonte, qu'il n'y a même pas à chanter, qui représente le mélodrame, alors pour le coup, dans son expression la plus nue et la plus technique. On parle sur un peu d'orchestre qui donne une espèce de lit de douleur à cette parole qui est elle-même une parole de douleur. Teneste les promesses. Voilà. Vous avez ça dans Traviata, et tout d'un coup, avec Callas, alors qu'il y avait déjà eu quelques extraordinaires Traviata, il besoin de le dire, mais enfin, l'âge des médias, l'âge de la publication, l'âge de la reconnaissance publique était arrivé, et d'un seul coup, on a vu que un personnage fabuleux suffisait à créer un opéra, à condition que ce soit un personnage et qu'on assiste sur scène à ce croce delizia que réclame Traviata, c'est-à-dire cette crucifixion au milieu de délices apparentes qui sont celles de l'amour et de la passion. Bon, il est clair que dans le deuxième numéro de ce trio, c'est-à-dire le Trouvère, nous n'avons pas du tout la même chose, nous n'avons que du chant prodigieusement beau. Et comme tel, prodigieusement difficile à réunir 3 personnes ou 4 personnes ou 5 personnes sur la même scène, et dont Toscanini ait pu dire « Mon Dieu, c'est pas difficile de faire le Trouvère, il suffit d'avoir les 3 ou les 4 ou les 5 meilleurs chanteurs du monde. » Et ça va effectivement tout seul. Je veux dire par là que s'ils ouvrent la bouche, s'ils chantent, si la situation, qui est toujours une fausse situation, bien entendu, si la situation est à peu près respectée dans le noir qu'il faut, dans le vague qu'il faut pour que rien de tout cela ne soit trop précis, et si tous chantent à 100% de leur gosier et avec 100% de la cantilène de Verdi, eh bien ça marche. On ne va pas chercher plus loin. Eh bien, Rigoletto, dans cette triade, ressortit exactement à la même définition. Au départ, ça n'est rien d'autre, c'est un opéra vocal, et la signature de Rigoletto, il faut bien que nous le disions ici, pendant longtemps, a appartenu au personnage de loin le plus plat, le moins intéressant qu'il y a dans cet opéra, c'est-à-dire le duc de Mantoue, que Verdi lui-même traite comme une simple carte postale, enfin, quelqu'un qui a une jolie surface, mais guère de profondeur ni de relief, mais qui a les 2 tubes, je ne peux pas l'appeler autrement, les 2 tubes monumentaux et irrecommençables pour lesquels n'importe quel compositeur de quoi que ce soit depuis Verdi aurait donné n'importe quoi parce que ça rapporte des milliards. Bon, la Donna è mobile, bon, comme la plume au vent, hein, et ensuite, c'est quoi l'autre? Non, le premier, questa quella, la 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 la, bon. Il y a 2 choses qui suffisent à assurer le succès d'un opéra. Quel est le critère? Vous avez ça dans l'oreille, et en sortant de l'opéra, vous murmurez déjà, vous savez déjà par cœur ces airs. C'est ça le succès. Et il faut que nous comprenions que quand Verdi avait 40 ans, qu'il avait déjà galéré, et qu'il pouvait se dire « Mes enfants, j'ai assez galéré, maintenant je me repose et je vais faire du saucisson ». Pour faire du saucisson, il était armé. Il savait. Il n'y avait pas besoin de chercher plus loin. J'ai retrouvé, il y a très peu de temps, un critère assez remarquable. Il n'y a pas que ça qui est mémorable dans Rigoletto et qu'on retient immédiatement. Comme vous le savez, un des critères de la reconnaissance publique, c'est le pastiche ou la parodie et le fait que la même chose soit utilisée à d'autres fins. Il m'a été très opportunément rappelé il y a très peu de temps, aujourd'hui même, il y a 1 heure même, par quelqu'un qui est là, qu'il avait un groupe qui s'appelait je ne sais plus comment, mais qui chantait... Allez, dites-le moi, j'ai oublié le nom. Juanita Banana. Qu'est-ce que c'était il y a une 50aine d'années, Juanita Banana? C'était le Caro Nome que chante Gilda. Chanté droit comme ça,
tombant comme des espèces de perles d'un collier qui était en train de se débander, et ça signifie simplement que Caro Nome était entré dans l'inconscient collectif à un point tel qu'on pouvait en faire une parodie et qu'un public sans culture d'opéra se reconnaisse dedans exactement comme on le fait pour la Donna e Mobile. Et alors, j'ai pu rappeler à cet interlocuteur quelque chose qu'il ne savait pas lui-même, malgré sa grande culture, c'est que dans les tout débuts de Walt Disney, il y avait des petits cartoons qui n'étaient pas encore les grandes choses développées comme Blanche-Neige, mais des choses qu'on passait en début de séance et qui duraient un quart d'heure. Viendra après les 3 petits cochons et autres merveilles. Et il y avait quelque chose qui était une basse-cour. Et dans cette basse-cour, on chantait le quatuor de Rigoletto. Eh bien, c'est un signe extraordinaire de popularité et de reconnaissance publique qu'une œuvre musicale que normalement on paye des dollars et des montagnes de dollars pour aller voir et entendre à l'opéra, eh bien on la retrouve ainsi en parodie avec les poules du poulailler de Walt Disney. Bon. Rigoletto était donc installé à ce niveau-là. Ajoutez, il faut bien le dire, le relatif mépris, et ajoutons-le pas entièrement immérité, dans lequel est tombé le théâtre de Hugo. Il est tout à fait clair que le théâtre de Hugo, qui à l'époque d'Hernani a donné lieu aux batailles que vous savez, c'est-à-dire a assumé une sorte de position révolutionnaire dans la littérature française, eh bien le théâtre de Victor Hugo a vieilli. Dire Marion Delorme, Ruy Blas à la rigueur, Hernani à peine, n'intéresse plus grand monde, alors que bien entendu, si vous allez chercher au-delà des Misérables, même des choses aussi rares que L'homme qui rit, qui d'une certaine manière annonce ou pourrait contenir d'une manière hugolesque quelques-uns des traits de Rigoletto, a acquis en proportion la même hausse, si vous voulez, que je vous disais tout à l'heure, que certains ouvrages de Verdi ont acquise, grandissant dans l'esprit du public, en même temps que les tout premiers, ceux qui avaient plu dans leur premier degré, baissaient probablement parce que l'intérêt purement mélodique et purement vocal qui nous attache à une œuvre, eh bien, s'estompe avec quelque chose que nous devons bien appeler le déclin de la vocalité ou de l'intérêt pur et propre qu'on apporte à la vocalité dans l'opéra tel qu'il est conçu et reçu et accepté depuis un certain nombre de dizaines d'années. Bon. Donc Rigoletto, avec d'une part cette vocalité immense et populaire, mais qu'on pourrait croire bon marché, et ces personnages qui ne sont jamais que tirés de Hugo et encore modifiés pour des raisons de censure, parce que comme vous le pensez bien, le roi s'amuse de Victor Hugo avec son roi qui certes n'est pas jeté au fleuve, mais enfin qu'on peut croire qu'on va jeter au fleuve. C'est un peu embêtant pour les censures dans les pays italiens où, comme vous le savez, on était très chatouilleux, mais enfin, on l'était aussi en France, puisque la carrière du roi s'amuse a été très compromise de par son sujet même. Mais enfin, tout cela a effectivement vieilli et est daté. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous que Rigoletto, et pourquoi Rigoletto, à la différence du Trouvère, qu'avec tout l'amour que je peux porter à la fois à Jonas Kaufmann et à Anya Arteros, qui tous les deux enfin, l'ont chanté ensemble à Munich au mois de juillet dernier, je peux dire que malgré de grands chanteurs qui s'y mettent, le Trouvère reste tout de même le Trouvère, c'est-à-dire des personnages qui, de quelque façon qu'on essaye de le traiter, ne sont pas autre chose que des silhouettes sur un fond d'Espagne ou de Biscaye ou de chœurs de tziganes qui tapent sur des enclumes. Voilà, comme une espèce de grand setting mélodramatique dans lequel on va faire un petit peu n'importe quoi qui va passer du moment que le chant est beau. Nous avons autre chose dans Rigoletto. Qu'est-ce que nous avons ? D'abord, nous avons un coup de culot extraordinaire de la part de Verdi, c'est-à-dire de prendre pour tête d'affiche, pour héros, au sens affiche du terme, pour héros au sens affiche, héros éponyme, le personnage qui donne son nom à l'ouvrage, Rigoletto.
Ce n'est pas assez de dire que dans termes modernes et d'après des leçons de théâtre plus récents, ce soit un anti-héros. C'est beaucoup plus qu'un anti-héros, c'est un personnage absolument antipathique, il faut qu'on ait le courage de le dire. Rigoletto est quelqu'un que personne au monde n'aurait envie de fréquenter ni de voir chez soi. Et le fait qu'il ait beaucoup à souffrir du fait de ce qui arrive à sa fille, et que d'une certaine manière il soit condamné à des douleurs de père, voilà, par le fait qu'il est obligé de cacher sa fille, de l'exposer, de la hasarder, à tomber innocente victime dans le monde atroce dans lequel il a choisi de vivre et dans lequel il faut bien dire qu'il est un des instigateurs du mal et un des génies qui attisent le mal qui peut se passer dans ce monde-là. Ce n'est pas simplement que Rigoletto soit un personnage anti-héros, c'est un personnage qui est antipathique, qui n'a rien pour qu'on l'aime. Je veux dire que les malheurs qui arrivent à Rigoletto, il les a mérités. Il les a mérités par la façon dont il s'est moqué du malheur des autres. Bon. Comment attirer à soi la sympathie? Parce qu'il faut, bien entendu, qu'un autre élément vienne transcender la littéralité de ce qui se dit, la littéralité de ce qui est en train de se passer. Et là, il faut bien le dire, c'est du génie de Verdi qu'il s'agit. Ce n'est plus le génie du librettiste. Le libretto n'est pas entièrement fidèle à Victor Hugo, mais il est extrêmement bien ficelé et extrêmement bien noué en termes mélodramatiques pour l'opéra. Mais il y a quelque chose qui échappe au librettiste lui-même, c'est une fois de plus le ton. Qu'est-ce qui se passe dans Rigoletto? Il se passe que, dès sa première intervention solo, Rigoletto rentre en lui-même. Il est là seul dans une rue, il rentre chez lui, il va retrouver sa fille, c'est-à-dire son univers. Il quitte ce monde de la cour dont il est un des mauvais génies, il faut bien le dire. Il traîne de quoi changer de défroque, comme on le montre très bien dans la mise en scène. Il rencontre un spadassin qui lui propose ses services et éventuellement un crime. Et il dit « Pariciamo ». Lui et moi, c'est pareil. Et il réfléchit sur lui-même dans un coin de rue. Et il lui arrive cette chose qu'il dit, le patrimoine qui est celui de tout le monde, ce que l'humanité tout entière a en héritage, moi je ne l'ai pas, et c'est le don des larmes. Je vous ai dit tout à l'heure, il m'évoque plutôt chez Hugo l'homme qui rit qu'autre chose. Rigoletto rit, et rit d'un rire grinçant, d'un rire funèbre, d'un rire qui porte avec lui la mort, qui est le rire de l'homme au masque qui, chez Victor Hugo, s'appelle l'homme qui rit, ce prodigieux personnage de roman et de cinéma qu'a joué autrefois Conrad Veidt. Eh bien, Rigoletto sent cela, et ce monologue n'est pas un air, ce n'est même pas une scène. Ça demande ce lieu improbable qui est un coin de rue pour lequel aucun décor ne serait adéquat, donc aussi bien qu'il n'y en ait pas. Un no man's land qui est le lieu propre de l'opéra. C'est le seul lieu où une personne se trouve confrontée et affrontée à sa propre solitude, sans interlocuteur, et tout d'un coup, à cause d'un choc, d'une rencontre, d'une coïncidence, quelle qu'elle soit, sent en lui-même son propre goût, sa propre saveur, se constate. Je ne dis pas pleure sur lui parce que précisément le don des larmes lui a été enlevé. Pariciamo, qu'est-ce que c'est? C'est chez Verdi l'invention du monologue. Ce n'est pas une scène, ce n'est pas un aria, mélodiquement, ça n'est pas intéressant. C'est un moment dramatique où on chante et où chanter est la seule forme d'expression possible. C'est ça qui légitime l'opéra. C'est ça qui légitime qu'on réunisse un soprano, un ténor, une basse,
qu'on paye des figurants, qu'on paye un orchestre, qu'on paye des chœurs, qu'on paye un décorateur, qu'il y ait tout ce fourbi et tous ces millions. Et tout d'un coup, la scène s'oublie et vous avez un personnage seul avec lui-même et seul avec vous. Et ce qu'il se dit, vous l'entendez parce qu'il ne se le dit pas, parce qu'il ne vous le dit pas à vous, il ne le dit pas à vous, il le dit à lui-même. Forme d'expression qui trouve sa propre sonorité à l'opéra. Et remarquez-le bien, il n'y a pas tellement de monologues de ce genre à l'opéra. Ça a commencé, comme nous le savons, nous l'avons dit 20 fois, avec la comtesse de Figaro, avec Mozart, cette invention de la solitude qui parle en public. Et dans Rigoletto, au moment où tout a été réuni pour qu'on ait tout en scène, il y a un coin de rue et quelqu'un qui réfléchit douloureusement à lui-même en se disant « Je ne peux pas le pleurer parce que sa mère refusait et je ne peux pas le chanter parce qu'il n'y a personne pour l'entendre. » Verdi avait cet instinct. Toute sa vie, il traquera, il recherchera ces moments qui disent la solitude de l'âme, qui obligent l'âme à se mettre à nu, qui se trouve dans son moment de crise, au moment où la passion, la souffrance, l'affect sont à la fois les plus forts et n'ont aucun moyen de se libérer, aucun moyen de se projeter, de s'exprimer, de se délivrer. Il faut donc trouver l'utopie, l'espace improbable où quelqu'un va se trouver seul et avoir à chanter. Et voilà, en un sens, la définition de l'opéra. Vous ne trouvez dans rien qui précède chez Verdi un moment de ce genre. Or, c'est précisément le moment où Rigoletto se révèle à lui-même et dépouille précisément la défroque, dépouille son habit de théâtre pour nous donner un cœur mis à nu, une voix mise à nu. Alors, l'autre chose qui est très remarquable dans Rigoletto, c'est que, bien entendu, Verdi n'hésitera jamais à pratiquer le mélange des genres, comme le faisait Mozart lui-même, vous le savez, et d'une certaine façon, il n'a pas peur de mélanger d'une manière baroque, artificielle et somptuaire, les scènes, les gens, les genres. On n'est pas à l'opéra pour tenir des règles d'unité classique, c'est clair. Mais on est là pour chanter et faire revenir les gens à cause du chant. Et ce même Rigoletto, qui est en train de nous révéler une forme nouvelle de la vérité d'opéra dans son monologue shakespearien, Parisiamo, à l'instant d'après, trouve celle qui est son monde et d'une certaine manière le seul interlocuteur pour ce qu'il voudrait dire de lui-même et dire de la vie, mais il ne peut pas. Elle est trop jeune, elle est trop innocente, il ne peut pas libérer devant elle les flots d'amertume, de frustration, de douleur déjà vécue qu'il porte en lui. Alors, à eux deux, il y a quelque chose qui va simplement s'effuser. Il faut aussi qu'on le dise, au moment où un Verdi de 40 ans arrive à Rigoletto, il aligne, faut-il dire 3, peut-on aller jusqu'à 4, et même si l'on compte le minuscule petit bout de duo qu'il y a tout à fait à la fin, quand Gilda sort du sac et qu'elle prononce ces phrases ineffables dans lesquelles il semble qu'une âme est déjà montée au ciel et du haut du ciel pardonne, c'est-à-dire efface ce qu'était la malédiction. Ça nous fait arriver peut-être à 5 duos entre le père et le fils, entre le père et la fille, baryton et soprano. Qu'est-ce que c'est que des duos comme cela? Normalement, c'est de la vocalité sensible, plaisante, avec ce qu'il faut d'émotionnel, parce que
voilà, parce qu'on n'est pas heureux en ce monde et qu'on profite du fait qu'on chante pour que le cœur s'ouvre un peu. Bon, là-dedans, c'est différent. Enfin, ce sont deux caractères qui s'expriment chacun à sa manière. Gilda ne manque pas d'ajouter quelques excursions dans l'aigu et quelques façons de piquer la note à ceux qui, chez Rigoletto, suit un cours plus contenu, plus mâle, plus âgé, plus adulte, d'une certaine manière. Ce sont des caractères et ce sont des situations personnelles qui s'expriment déjà dans la façon de chanter de chacun. Et ce contraste, accru par le fait que les tessitures sont très différentes et que d'un côté, on a le velours sombre, ou le violoncelle sombre, ou le basson sombre de la voix du baryton, et d'un autre côté, la flûte ou le violon ou le hautbois très clair de la voix de soprano qui contraste ainsi. Il y a tout un ambitus sonore, il y a tout un espace sonore qui se trouve créé, et le tracé de chacune des voix crée un effet de contraste et de complémentarité qui est d'une, pour le coup, virtuosité compositionnelle, d'une virtuosité invisible, qui, je veux dire, la jouissance qu'elle produit à l'oreille de qui entend n'a rien à voir, enfin on ne demande pas avec quoi c'est fait et pourquoi c'est fait, on se contente d'y ouvrir les oreilles en se disant c'est merveilleux. Et remarquez-le, ce qui va arriver en fin d'opéra, au dernier acte, c'est que cette formule va aller jusqu'au quatuor, puisqu'à la fin de l'opéra, il y a ce quatuor. Alors pour le coup, ce n'est pas, comment il s'appelle, Banana, Juanita Banana, qui va chanter Caro Nome, c'est Liszt lui-même qui va s'emparer du quatuor de Rigoletto pour le mettre dans ses doigts extraordinaires et en faire la paraphrase éblouissante et illustrissime que l'on connaît. Et qu'est-ce qui se passe dans un quatuor ? Il se passe dans un quatuor quelque chose qui faisait envie à Victor Hugo lui-même, du moins au moment où Victor Hugo a fini par prendre connaissance de ce Rigoletto tiré de sa propre œuvre et qui, comme tel, en tant qu'infidèle au modèle original, avait été interdit en France pendant un certain temps. Mais finalement, Hugo s'y est mis, il a écouté ça, il a dit « il y a quand même là-dedans des choses que j'aurais bien aimé inventer et dont j'aimerais, moi, simple dramaturge, pouvoir profiter. Que 4 personnes parlent en même temps pour faire autre chose qu'une espèce, je ne dirais pas d'unisson par hypothèse, mais enfin de fondu sonore dans lesquels les choses ne se distinguent plus les unes des autres et donnent une espèce d'émerveillement à 4, mais qu'il y ait le fil clairement tracé de 4 timbres, et à travers ces 4 timbres qui définissent par eux-mêmes en tant que timbres des identités, 4 textes qui, en tant que textes, font également une différence les uns par rapport aux autres. Et vous voyez ici le malheureux dramaturge qui se dit « moi, je ne peux pas faire parler 4 personnes en même temps pour affirmer le contraste d'âme et de réaction devant une situation pourtant objectivement la même. Je ne dispose pas de cela comme le fait la musique, comme le fait l'harmonie qui profite de la mise en présence des contraires. » Et comme vous le savez, si vous connaissez bien Verdi, ce premier travail ayant été opéré par Verdi d'une façon géniale, et j'ajoute qui a été pendant longtemps le morceau, je ne dirais pas simplement le plus populaire, parce que la Donna e mobile reste hors concours à cet égard, mais le plus célébré par le disque, enfin le plus monumentalisé en quelque sorte comme un ensemble de musique de chambre absolument ineffable, dans lequel les 4 voix les plus belles du monde, n'est-ce pas, prenez Melba et prenez Caruso, et puis ajoutez-en 2 autres, et vendez ça à un prix qui n'est pas de 12 marques comme sur les vieux Polydor, mais 20 marques, parce qu'ils sont 4 à créer la merveille, et pas simplement 2 ou 1. Eh bien, 15 ans plus tard, dans Don Carlos, évidemment, Verdi réalisera, mais n'a pu réaliser que parce qu'il est passé par le précédent de Rigoletto, qui est pour lui non pas du tout une ébauche, parce qu'il ne préparait pas du tout Don Carlos à ce moment-là, mais enfin une réussite
sur un plan relativement simple, qu'il va pouvoir porter presque infiniment plus haut dans le quatuor de Don Carlos, qui est beaucoup moins spectaculaire comme morceau de musique de chambre vocale, mais qui montre le degré de plus dans la dramaturgie de Verdi, parce que dans le quatuor de Don Carlos, qui suit la scène de solitude dans la chambre du roi, et le fait que le roi ait pratiquement traîné la reine par les cheveux et les traité de tous les noms, ce quatuor qui est, alors pour le coup, la mise en œuvre, la mise en scène vocale de 4 solitudes. Pas 4 qui se rejoignent dans un fondu, mais 4 qui s'isolent et qui produisent par là une sorte d'harmonie dramatique qui est simplement d'un autre prix, d'une autre, je veux dire, c'est un autre monde simplement qui s'ouvre avec cela. Vous voyez, Rigoletto à cet égard est le chef-d'œuvre d'un homme qui n'a que 40 ans, 42 ans, voilà, il est dans sa très jeune quarantaine, dans cette très virile, très vigoureuse et très féconde quarantaine. Dans les années qui viennent, il va y avoir 6-7 chefs-d'œuvre qui vont se presser. Ça n'est que longtemps plus tard, et à partir de Don Carlos, qu'il va commencer à aller vraiment lentement. Que Aïda, le Requiem, on révise Boccanegra pour prendre date, et puis Othello, et puis Falstaff, voilà, ce rajeunissement prodigieux qui va vers la fin de Verdi passe par des étapes qui sont beaucoup plus conscientes d'elles-mêmes et beaucoup plus lentes. Mais dans toute la vie de Verdi, il y aura cela, cette façon de rebondir d'année en année sur les sujets les plus différents qui soient, les plus différents que soient, avec une capacité d'adaptabilité dramatique absolument géniale, à la seule condition qu'à chaque fois, il trouve en face de lui des personnages d'une étoffe dramatique, d'une palpabilité dramatique, telle qu'en scène, si je puis dire, ils tiennent la route, et qu'ils soient suffisamment plantés sur leurs jambes, suffisamment lestés de réalité, pour que le fait de s'immobiliser en chantant, loin d'arrêter l'action, soit l'action même. C'est-à-dire le moment où moi, spectateur, je descends dans l'intérieur de quelqu'un qui est intéressant, j'en reçois toute la charge dramatique. Et par là même, je me justifie à moi-même le fait d'être là, dans un fauteuil, à laisser passer le temps qui en principe est arrêté parce qu'il ne se passe rien sur scène, et ensuite ça rebondira quand l'action elle-même, les apparences de l'action reprendront. Mais si on ne considère pas que ce sont ces moments d'intériorisation ou de force, Verdi, par son génie de la dramaturgie et de l'installation d'un personnage, et ensuite son génie du cantabile, et du cantabile solo, dans la solitude, vous fait entrer à l'intérieur de ce monde, qui est un monde utopique, un monde irréel, mais parfaitement palpable à son tour à l'opéra, dans la sonorité et dans la beauté de la voix. Si vous ne croyez pas à cela, si vous ne croyez pas que l'opéra donne à ce moment-là quelque chose qu'aucune représentation de théâtre, si intelligente, si bien faite qu'elle soit faite, qu'elle ne peut apporter, simplement parce qu'il n'est pas de sa nature, il n'est pas de la nature du théâtre légitime, parler, dites-le comme vous le voulez, d'apporter cela. L'opéra a spécifiquement mission de nous découvrir sur scène cette intériorité vibrante d'une âme humaine qui souffre, qui est en crise, qui se remémore, qui se repent, qui voudrait crier, mais ne le peut pas, ça ne servirait à rien. Et dans la facticité et la fiction pure qu'est le théâtre, il y a cette facticité de plus, à savoir que vous, spectateurs, vous êtes là, et que par conséquent, vous pouvez l'entendre. Et il se crée ce miracle. Et si on ne croit pas, et si les metteurs en scène n'acceptent pas l'idée
que la seule vérité qui légitime la dépense monstrueuse par rapport au bien public que représente toute représentation d'opéra. S'il ne croit pas à cette vérité, à ce plus d'âme infiniment précieux, qu'il est de la mission et de la fonction de l'opéra et de l'opéra seul de nous apporter. Et même chez Wagner, pas seulement chez Verdi, chez tout le monde, si on va le chercher là où est le génie. Là est le génie propre de l'opéra. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans Verdi, c'est qu'il avait, lui, l'instinct de cela, et je dirais, à sa façon, dans un pays et dans une culture qui est une culture latine, de la vocalité facile et heureuse, et qui normalement n'a pas à se poser ces problèmes-là, et n'a pas à les résoudre en théoricien ou en homme de progrès. Verdi s'estimait absolument un homme de progrès dans la mesure où il pensait que si une chose avait été réalisée et avait été démontrée possible, il était de son devoir de ne pas l'ignorer et de ne pas montrer qu'il était resté, lui, du côté où Rossini déjà traitait Othello. Parce qu'après tout, il y a déjà un Othello de Rossini 80 ans ou 70 avant celui de Verdi. Mais Verdi a eu cet instinct, c'est, je dirais, la chose qui lui a été donnée par la nature elle-même et la culture telle que pouvait être sa culture latine. Il ne l'a pas théorisé. Wagner l'aurait théorisé immédiatement, vous le pensez bien, nous aurions 14 libelles, et depuis que nous aurions les 14 libelles, nous aurions eu exponentiellement 14 fois 14 fois 14 fois 14 libelles sur les libelles, et travail de doctorant et de laborantin. Bon, on n'a pas cela avec Verdi, et c'est pour cela que Verdi est méprisé par les intellectuels et par les gens intelligents. Alors bien entendu, le fait qu'il se soit adressé à Schiller et Shakespeare rachète un petit peu les choses. Et à cause de Falstaff et de Don Carlos, on se dit, bon quand même, il était italien, mais enfin il avait quand même une idée de ce qui se passe dans les âmes allemandes. Bon, et on lui pardonne à cet égard. Mais il faut que nous comprenions que c'est en dehors de tout le reste, en dehors de toute théorie, en dehors de toute historicité, qu'il a eu simplement cette intuition qu'il y a dans l'opéra une fonction de vérité, une fonction de production, d'une expression d'un type absolument unique, pour lequel il ne s'agit pas de chercher midi à 14 heures. Il faut connaître l'harmonie, il faut savoir comment l'orchestre et la réalité du théâtre tout autour permet à la voix qui est seule de nous chanter sur scène ce qu'elle a à nous chanter, et ensuite vogue la galère. Et là, vous voyez, j'emploie galère dans un autre sens qu'on l'employait au début, dans le sens des premières années galériennes de Verdi, qui, elles, sont bien terminées. Mais continuons quand même à penser cela, car c'est la vérité triste et vraie. Verdi continue à être méprisé, au motif que Verdi est simple, et que c'est comme si les choses lui tombaient du ciel. Voilà, et qu'il n'y ait qu'à ouvrir les oreilles d'abord pour les recueillir et ensuite le gosier des chanteurs pour qu'elles sortent tout seules. Pas du tout. Verdi a inventé une fonction de la solitude en scène et il l'a remplie dans 40 emplois différents avec un génie sans cesse renouvelé pour lequel ce qui se passe dans Rigoletto, avec Parisiamo, avec les ensembles ou les voix à la fois se répondent et s'opposent. Et même avec cette Gilda, qui n'est pas pour le coup Juanita Badana, mais qui est Gilda elle-même, et qui dans son Caro nome, si vous oubliez les vocalises, et si vous oubliez la beauté qui lui tombe des étoiles, il y a simplement cette mélodie centrale de l'air, où c'est tout d'un coup le cœur d'une fille qui parle, et qui parle avec une simplicité, une nudité, que même une Agathe allemande ne réussirait pas à émuler aussi bien et aussi brillamment. Ce retour de la fille sur son émerveillement, il n'y a pas grand-chose au monde, dans toute la littérature d'opéra, qui le dise aussi bien que le milieu de Caro nome. Vous ayant dit cela, je ne peux plus vous dire qu'une chose, allez entendre tout cela qui est si merveilleux.